Nous abordons aujourd'hui un sujet crucial. Je dirais même que c'est sans doute un des plus importants de l'histoire de l'humanité. Il s'agit de l'esclavage. L'esclavage est un phénomène que je dirais dramatique, mais je ne sais pas s'il faut faire intervenir ici des considérations d'ordre moral quand on fait de l'histoire et lorsqu'il s'agit d'étudier des phénomènes sociaux. L'esclavage, contrairement à ce que l'on pense, ne se rencontre pas en Égypte. Je vous ai déjà expliqué dans un cours antérieur que en Égypte, les paysans travaillent à la construction des pyramides, je dirais volontairement entre guillemets, c'est-à-dire dans le but que le pharaon puisse continuer à établir un lien entre le monde divin et le monde terrestre, et par conséquent, lorsqu'ils construisent les pyramides, c'est pour la prospérité de l'Égypte. Ce ne sont donc pas des esclaves qui ont construit les pyramides, ce sont les paysans pendant les mois d'été, pendant les mois où la crue empêche de travailler les terres. Les esclaves, en fait, il y en a quelques-uns, mais pas nombreux, et ils n'arriveront en fait de manière un peu plus importante qu'à l'époque du Nouvel Empire, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc finalement, très tardivement, près de 1500 ans après l'entrée de l'Égypte dans l'histoire. En fait, les deux grandes civilisations esclavagistes de l'Antiquité, c'est la civilisation grecque et c'est la civilisation romaine. Ce qui a évidemment dérangé pendant longtemps les historiens bourgeois. Pourquoi? Parce que nous sommes issus immédiatement de la civilisation grecque et de la civilisation romaine. Ce sont nos ancêtres directs. L'esclavage aussi, si ce n'est pas un phénomène universel, parce qu'il y a des sociétés qui ont pu fonctionner sans l'esclavage, est un phénomène que l'on retrouve malgré tout dans des civilisations très diverses à la surface de la Terre. Et j'allais de nouveau émettre une considération d'ordre moral, je dirais malheureusement, l'esclavage est toujours d'actualité. Il y a plusieurs dizaines de millions de personnes sur Terre qui travaillent sans salaire, dans le cadre d'un travail forcé, et il faut bien dire que nous bénéficions, je dirais, des produits de ce travail forcé lorsque nous achetons un certain nombre de produits qui viennent par exemple de l'Asie du Sud-Est. Il y a des gens qui travaillent, pas seulement des enfants, qui travaillent dans des conditions épouvantables. Ils sont même prisonniers de leurs employeurs et quand ils reçoivent un salaire, il est tellement médiocre qu'on peut se demander si ces sociétés ont accédé vraiment au salariat. Mais le salariat, comme vous le savez, ne veut pas dire progrès et libération dans l'histoire de l'humanité. Donc, il s'agit aujourd'hui d'étudier un sujet essentiel pour la compréhension de l'histoire de l'humanité, et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'esclavage dans le monde romain au deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ. Alors pourquoi le deuxième et le premier siècle avant Jésus-Christ? Tout simplement parce que c'est l'époque où les esclaves vont arriver en masse dans l'Empire romain, plus particulièrement en Italie, à la suite de grandes conquêtes. Je vais vous montrer une ligne du temps, ici. Elle part du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ et je la fais aller jusqu'à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ. L'histoire de Rome couvre pratiquement 13 siècles. Si vous regardez bien ma ligne du temps, vous verrez que
Pendant 2 siècles et demi, et ça c'est pour vous donner un certain nombre de repères d'histoire politique, vous avez la royauté, la période, je dirais sans doute presque la plus longue de l'histoire de Rome s'étend sur 5 siècles, c'est la période de la République, et puis vous avez une période pratiquement équivalente, un peu plus courte, qui est l'histoire de l'Empire, que l'on subdivise traditionnellement en Haut Empire, c'est-à-dire de 27 avant Jésus-Christ, lorsque Auguste installe le Principat. Cette période du Haut Empire, soit on la termine dans les années 194 après les Antonins, ou bien après la dynastie des Sévères en 235 de notre ère, et les 2 siècles et demi qui vont donc couvrent le 3e, 4e siècle et première moitié du 5e siècle de notre ère, jadis en tout cas, ont donné comme nom à cette période celle de Bas Empire. Maintenant on parle plutôt d'Antiquité tardive, parce que la notion de bas, effectivement, introduit une notion de décadence sur laquelle les historiens ne sont plus du tout d'accord. Voilà. Et alors vous voyez que sur cette période qui couvre presque 13 siècles, il y a en fait une période essentielle pour mon propos d'aujourd'hui, qui est l'époque des grandes conquêtes. Les grandes conquêtes de Rome, elles commencent en 264 avant Jésus-Christ, lorsque débute la première guerre punique, et elles se terminent, en gros, évidemment, il s'agit d'une simplification, en 31 avant Jésus-Christ, lors de la bataille d'Actium, lors de laquelle, nous avons eu l'occasion de le voir dans des cours précédents, Octave, celui qui va installer le Principat, bat la reine d'Égypte Cléopâtre et, d'autre part, son rival, Marc-Antoine. Donc, c'est la période qui couvre le 3e, 2 siècles et 1er siècle, et plus particulièrement encore, c'est pour ça que je n'ai fait débuter mon accolade que vers 200, surtout les 2 siècles qui précèdent Jésus-Christ. Ce sont d'abord les guerres macédoniennes, ensuite vous allez avoir toute une série de guerres en Orient, qui vont s'étaler jusqu'au 1er siècle, en gros jusqu'à l'époque de Pompée, et puis vous allez avoir la conquête de la Gaule, mais ce sont surtout la conquête des différents royaumes hellénistiques la conquête qui va amener de grands arrivages d'esclaves en Italie. Mais pas seulement, parce qu'il y aura d'autres royaumes hellénistiques qui auront également des problèmes à cette époque-là, et pas seulement les grandes dynasties que sont celles des Antigonides, des Séleucides, des Attalides et des Lagides. Voilà. Vous voyez que dans cette période en rouge qui couvre les 2 premiers siècles, se trouve une période encore plus spécifique qui va de 139 avant Jésus-Christ jusqu'à 71 avant Jésus-Christ. Donc c'est une période qui couvre 70 ans. Et vous voyez qu'il s'agit d'une période où il y a des guerres serviles. Non pas des guerres serviles, c'est-à-dire des guerres des Romains contre les esclaves en continu. Il y a eu 3 guerres serviles dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, ce tableau chronologique ayant été brossé rapidement, il va permettre donc de situer un petit peu mon propos d'aujourd'hui, qui est donc l'esclavage dans le monde romain du 2e et du 1er siècle avant Jésus-Christ. Tout d'abord, on peut se poser la question de ce que c'est qu'un esclave. C'est un problème de définition. Qu'est-ce qu'un esclave? Eh bien, un esclave, sur le plan juridique, ne dispose d'aucun droit. C'est une chose, c'est un meuble, il est assimilé à un animal. Son maître peut donc en disposer comme il lui plaît. Il peut donc
en tout cas avant Jésus-Christ, le mettre à mort. Il peut le supplicier, il peut être torturé. Il n'a rien à dire puisqu'il est considéré comme un instrument. Instrumentum est le terme qui est utilisé. Après Jésus-Christ, les choses vont quand même évoluer un petit peu. On va légiférer pour protéger les esclaves, tout simplement parce qu'il s'agit d'un bien qui se raréfie sur le marché, puisque les grandes conquêtes sont terminées. À ce moment-là, il y a encore des conquêtes, mais qui ne vont plus alimenter, comme auparavant, le marché des esclaves. Je vous avais dit également dans un cours précédent que en 167-166 avant Jésus-Christ, l'île de Délos avait été rendue port franc par les Romains, ce qui signifiait que la vente et l'achat des esclaves pouvaient se faire tout à fait librement sans taxe, et que chaque jour, et nous sommes en plein dans les guerres macédoniennes à ce moment-là, enfin au lendemain des guerres macédoniennes, puisque les guerres macédoniennes se terminent en 168 avant Jésus-Christ, donc un an avant la création de Délos comme port franc, arrivaient donc à Délos chaque jour plusieurs dizaines de milliers d'esclaves. Plusieurs dizaines de milliers d'esclaves. Donc vous imaginez qu'il s'agissait véritablement d'un véritable marché aux bestiaux. Dans le courant du 2e et du 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a donc de véritables troupeaux d'esclaves, puisqu'il s'agit d'animaux, aux yeux des Romains et des Grecs d'ailleurs de cette époque-là. Et donc les esclaves sont des biens. Donc vous indiquez que juridiquement, en droit, les esclaves sont des biens meubles. Ils n'ont pas de personnalité juridique. Je vous ai dit que quantitativement, surtout à partir de la première moitié du 2e siècle avant Jésus-Christ, ils arrivent en très grand nombre. Alors la question est de savoir maintenant à quoi les esclaves étaient-ils utilisés dans l'économie. Eh bien, il faut se dire que la condition d'esclave est une condition qui est très diverse. Autrement dit, il y a une grande hétérogénéité, une grande diversité parmi ceux-ci. Ils ne forment pas un bloc uni. En effet, il y a des esclaves qui travaillent à la campagne, donc des esclaves ruraux. Il y a des artisans qui travaillent dans les villes. Il y a des esclaves qui travaillent dans des palais à l'intérieur des domus, c'est-à-dire des maisons. Les esclaves peuvent appartenir à de petits artisans, ils peuvent appartenir aussi à des paysans, en très petit nombre, mais ils peuvent appartenir également à des maîtres qu'ils ne voient jamais, lorsqu'ils appartiennent à des troupeaux qui sont composés de centaines, voire de milliers d'esclaves. Alors, les tâches auxquelles on les conduit peuvent être très diverses, même à l'intérieur d'une maison. Ils peuvent être cuisiniers, ils peuvent être professeurs, ils peuvent être médecins, ils peuvent faire le ménage, il peut y avoir des hommes, il peut y avoir des femmes. Il peut y avoir même des liens affectifs, d'amitié, parfois qui s'établissent entre un maître et son esclave, même des liens d'ordre sexuel. C'est arrivé, bien entendu, des esclaves sexuels.
Alors, on va voir un petit peu ce qui va conduire à l'usage des esclaves. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des conquêtes et d'avoir de nombreux esclaves qui arrivent à Rome pour les utiliser. Il faut encore savoir dans quel type de structure économique ils seront utilisés. Alors, je vais vous montrer ici une carte de l'Italie au IIe et 1er siècle avant Jésus-Christ. En Italie, il y a, on a compté qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y aurait eu 3 millions d'esclaves sur 7 millions d'habitants. Donc vous imaginez, 40% de la population aurait été d'origine servile. Évidemment, ces esclaves ne se répartissent pas de manière uniforme à l'intérieur de toute la péninsule. Mais il y a un phénomène très important qui va expliquer le succès de l'esclavage et du travail servile. Alors là, je vous demande de bien noter, il y a en gros, évidemment, comme toujours pour des raisons pédagogiques, je vais simplifier. Dans le nord de l'Italie, et quand je dis le nord de l'Italie, c'est la région qui se trouve en dessous du Pô, à cette époque-là, donc dans le nord de l'Italie, ou également à l'intérieur des terres, on trouve des petites propriétés paysannes. Autrement dit, on trouve en fait le type de propriété qui dominait à Rome avant les conquêtes. Sur ces terres, on trouve des paysans qui disposent parfois de quelques esclaves. Je dirais, il s'agit donc de la propriété traditionnelle romaine, paysanne romaine. Alors, vous avez une autre région qui est celle du sud de l'Italie, ça va, le sud de l'Italie, les Pouilles, la Calabre, la Sicile, où dominent de très grandes propriétés que l'on appelle des latifundia. Au singulier, c'est latifundium, ça veut dire des fonds fondants, en tant que synonyme de la terre, grand. Latus, ça veut dire grand. Donc des latifonds. Il s'agit principalement de propriétés sur lesquelles vaquent des animaux qui sont donc élevés. Donc c'est essentiellement de l'élevage de type extensif. On trouve dans ces latifundia de nombreux esclaves, même de très nombreux esclaves. Et puis, vous avez une troisième région, c'est la région dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est la région centrale de l'Italie. Regardez la courbe que je dessine au tableau. Donc, cette région-ci, c'est la région donc de l'Étrurie, que l'on appelle maintenant la Toscane. Voilà, l'Étrurie, la Toscane. C'est la région du Latium, c'est la région autour de Rome. Et c'est cette région-ci que l'on appelle la Campanie. Donc toute cette région-ci qui comprend l'Étrurie, le Latium et la Campanie vont voir apparaître un tout nouveau type de gestion de la terre. Un nouveau type d'exploitation agricole. C'est ce qu'on appelle les fameuses villas ou villae, puisqu'il s'agit d'un pluriel, des villae romaines. Alors une villa romaine, bien entendu, ça ne correspond pas à ce que nous appelons une villa au sens contemporain du terme, c'est-à-dire une maison 4 façades entourée d'un jardin. Il ne s'agit pas de ça, bien entendu. Il s'agit de vastes exploitations où l'on pratique, non pas comme dans le sud de l'Italie, une exploitation extensive, mais ici une exploitation intensive de la terre. Une villa romaine est composée
de la villa du maître, ce qu'on appelle la villa rustica, c'est-à-dire le domaine, la maison campagnarde, si vous voulez, littéralement. Alors, dans ça, on trouve donc le bâtiment qui est souvent somptueux où habite le maître, le dominus. On y trouve des bâtiments d'exploitation. Où on va ranger les grains, on va y trouver des granges, on va y trouver des étables, enfin on va trouver donc tous les bâtiments d'exploitation qu'on trouve dans un grand domaine. Et dans ces villes-là, on va trouver une exploitation, je vous ai dit, intensive, très rationalisée. Et donc très rentable. Les esclaves qui travaillent dans ces villes-là eh bien, ces esclaves, en fait, sont complètement dépossédés du projet de réalisation de leur travail. Leur maître est loin, ils travaillent en grand nombre dans ces sortes d'usines agricoles, et donc on peut dire qu'ils sont aliénés au sens technique du terme. Il ne s'agit pas de folie ici. Quand je dis aliénés, ça veut dire qu'ils sont étrangers à leur travail. Donc on retrouve cette trilogie classique: exploitation, domination, aliénation. Donc le terme d'aliénation est pris dans le sens que celui qui utilise les moyens de production, la terre ici en l'occurrence, est coupé de son produit, puisque dans la chaîne de la production, il produit quelque chose, il ne sait pas ce que ça va devenir, et il va travailler sans aucune initiative. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des paysans qui travaillent sur leur terre, soit parce qu'ils sont propriétaires, soit parce qu'ils sont locataires et qu'ils payent des redevances. Donc il y a quand même une grande différence entre, d'une part, un paysan libre, un esclave, et puis alors ce qu'on appellera plus tard un colon ou un serf, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur la terre de quelqu'un d'autre et qui paye des redevances, mais qui, lui, ne sera pas aliéné par rapport à son travail. Voilà, donc vous avez bien retenu que l'esclavage va se développer. Enfin, c'est pas seulement se développer, il va en fait connaître son grand succès, non pas tellement grâce au latifundia, où l'on pratique donc de l'exploitation extensive, mais grâce à cette région du centre de l'Italie, où on pratique une agriculture intensive dans le cadre des villae romaines. Voilà, c'est ça le plus important. On trouve aussi des esclaves, bien entendu, dans les villes. Alors, il peut s'agir d'esclaves domestiques, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, mais il peut s'agir aussi d'esclaves qui travaillent dans des ateliers artisanaux. Alors, ces ateliers artisanaux peuvent aussi comprendre un nombre très important de travailleurs. Vous pouvez avoir des ateliers qui comprennent des centaines d'esclaves. La production, pour pouvoir être rentable, et elle le sera, va donc être standardisée. Autrement dit, nous avons déjà un avant-goût, si je puis parler de goût dans ce cas-ci, un goût bien amer,
de ce que l'on voit dans le film de 1936 de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où on le voit, dans le cadre du taylorisme, à travailler à la chaîne dans une usine de montage. Alors on a la preuve que ce travail était standardisé rien qu'en analysant les poteries ou les tessons de poterie qui restent de cette époque-là. Pour la période précédente, et on a pu dater bien entendu la céramique, les pots sont travaillés par des artisans qui individualisent, si je puis dire, l'objet de leur production, puisque même s'il y a une marque de fabrique qui, elle, est standardisée, on voit qu'il y a des différences de pot à pot. Ne fût-ce que, par exemple, dans la manière dont ils sont travaillés, leur peinture, les céramiques, la couleur des céramiques. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle, on voit que ces céramiques sont standardisées, ce sont toutes les mêmes, mais les propriétaires de ces ateliers tenaient à ce que la marque de fabrique soit toujours présente et elle était faite à la main. Alors, qu'est-ce qui justifie idéologiquement maintenant l'esclavage? Donc, je vous ai dit, dans un premier temps, que l'esclave n'existe pas en droit, il n'a pas de personnalité juridique. Je vous ai expliqué également l'importance démographique de l'esclavage, puisqu'on va avoir au 1er siècle avant Jésus-Christ, et c'est la région qu'on connaît le mieux, d'après les sources, vraisemblablement 3 millions d'esclaves sur 7 millions d'habitants. Je vous ai dit également à quel usage on destinait les esclaves et que ceux-ci étaient rentables. Ils étaient rentables, donc dans le cadre d'une production standardisée. Et je dirais même que l'esclavage qui a connu son apogée, quantitativement parlant, mais aussi en termes de production, c'est pour ça qu'aux deux siècles qui précèdent Jésus-Christ, on peut parler de mode de production véritablement esclavagiste, eh bien on peut dire que ce mode de production esclavagiste va disparaître dans les siècles qui suivent Jésus-Christ. S'il y a encore beaucoup d'esclaves dans les 2 siècles, et si on utilise encore beaucoup d'esclaves dans les 2 siècles qui suivent le début de notre ère, cette source se tarit, puisqu'il n'y a plus de grandes conquêtes. Et donc, les esclaves, on va les trouver où? Eh bien, ce sont des enfants abandonnés, dans le cadre de ce qu'on appelle l'exposition. Quand vous ne vouliez pas garder un enfant, vous le déposiez sur une place publique, au Moyen-Âge, ce sera devant une église, hein, et toute personne qui passait là pouvait le prendre pour l'élever. Alors, essentiellement, pour avoir de la main-d'œuvre gratuite par la suite, pour en faire un esclave. Alors il y avait également l'enlèvement des gens, mais il ne s'agit plus dans ce cas-là de grandes conquêtes qui vont alimenter ce comme les esclaves. Donc le nombre d'esclaves va diminuer, il y a évidemment la reproduction naturelle, bien sûr, mais ça pose tout un problème puisque les enfants mettent du temps à pouvoir être rentables. Ce qui n'est pas le cas lors d'un achat sur une place comme des noces. Vous voyez? Alors, donc j'étais en train de vous expliquer, ou plutôt d'aborder le problème des justifications idéologiques. Vous savez que quand un système est mis en place, un système, un mode de production, il doit être légitimé par des intellectuels qui vont justifier cela. Alors comment va-t-on justifier l'esclavage? On va donner plusieurs justifications, légitimations.
Tout d'abord, le fait qu'être esclave résulte d'un état naturel. Il y a des gens qui naissent esclaves et qui sont destinés à être des esclaves. Il y a d'autres justifications qui vont venir par la suite, des justifications d'ordre moral. Alors ça veut dire quoi, des justifications d'ordre moral? Ben, ça veut dire qu'il y a des êtres qui sont vils ou qui ne sont pas des êtres humains parce que leurs actions, leurs actes les assimilent à des animaux ou en tout cas ne leur permettent pas d'être rangés dans cette catégorie d'êtres humains. Et puis progressivement, quand le temps va passer, très clairement les esclaves n'auront plus d'autre justification que d'être des moyens de production qui permettent d'avoir du profit, bien entendu. Et c'est ce qui explique que dans le courant de l'Empire, progressivement, 2e, 3e siècle, un certain nombre de juristes vont expliquer que finalement, il n'y a plus grand-chose qui distingue un esclave de quelqu'un qui est pauvre et qui doit mettre sa force de travail au service d'un puissant. Donc il y aura de moins en moins de distinction entre ceux qu'on appelle les servis, S-E-R-V-I, et d'autre part les humiliores, H-U-M-I-L-I-O-R-E-S, les humiliores, c'est-à-dire les tout petits, qui s'opposent donc aux honestiores, c'est-à-dire les gens honnêtes, entre guillemets, c'est-à-dire les hommes de bien. Honestiores, ça s'écrit H-O-N-E-S-T-I-O-R-E-S, les honestiores. Ce sont des termes qu'on utilise à partir du IIIe siècle de notre ère. Donc très clairement, les esclaves vont être assimilés aux petites gens, ou plutôt l'inverse, et il n'y aura plus de distinction véritable entre les deux. C'est comme ça qu'à l'époque, au tournant du IIe et du IIIe siècle, lorsque l'esclavage ne va plus se trouver assez rentable, lorsqu'il ne sera plus assez rentable, à partir de ce moment-là, un autre système va être inventé, c'est celui du colonat. Ça va? Et c'est quoi un colon? Eh bien, un colon, c'est, je dirais, quelqu'un qui a pratiquement la fonction et le statut d'un serf, S-E-R-F. Les colons, en fait, travaillent sur une parcelle de terre qui leur a été attribuée par un propriétaire, ils doivent des redevances, ils vont même être attachés à la terre au bas empire. Et parallèlement, les esclaves vont se voir attribuer des fonctions de gestionnaire, d'intendant de domaine, de comptable, c'est eux qui s'occuperont des finances, et par conséquent, il va y avoir une sorte, non pas de fusion, mais de rapprochement entre les colons et les esclaves. L'esclavage ne va jamais disparaître complètement, d'ailleurs, au Moyen-Âge. Et les historiens s'arrachent souvent les cheveux pour savoir quel est le statut de différentes personnes qui apparaissent sous le nom de servis. On ne sait pas toujours s'il s'agit d'esclaves, s'il s'agit de serfs au sens où je l'ai défini tout à l'heure. C'est parfois très très difficile. Et c'est l'objet, et ça a été l'objet de maintes discussions et débats entre historiens. Alors donc, je vous ai parlé des justifications théoriques. Maintenant, nous allons passer aux guerres serviles. Les guerres serviles, dont vous vous souvenez, qui s'étendent de 139 à 71 avant Jésus-Christ. Le terme est clair, guerres serviles, ce sont bien celles qui concernent les esclaves. Il y a eu 3 types de guerres, si vous voulez, du dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ, du 2e siècle avant Jésus-Christ
jusqu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a eu ce qu'on appelle les guerres civiles, les guerres sociales et les guerres serviles. Les guerres civiles, ce sont celles qui opposent les citoyens entre eux, essentiellement à l'époque de Pompée et César et à l'époque d'Octave et de Marc-Antoine, mais il y en a eu avant, hein, entre Marius et Sylla par exemple, ou même à l'époque des Gracques, hein, quand on remonte à 133 et à 121 avant Jésus-Christ. Puis il y a eu les guerres sociales. C'est quoi les guerres sociales? Eh bien, ce sont les guerres qui opposent les Romains à leurs alliés, parce que alliés en latin ça se dit socii, S-O-C-2-I, c'est pour ça qu'on dit des guerres sociales. Elles n'ont rien à voir, ces guerres sociales, avec des guerres entre des riches et des pauvres. Il s'agit de guerres entre les Romains et les territoires qu'ils ont assujettis et qui doivent payer un tribut et ne disposent pas de la citoyenneté. Mais à la fin des guerres civiles et des guerres sociales, les Romains vont quand même accorder le droit de citoyenneté à ses alliés, c'est-à-dire en 89 avant Jésus-Christ. Et enfin, il y a les fameuses guerres serviles. Il y a eu 3 guerres serviles importantes. La première s'étend de 139 à 131 avant Jésus-Christ. Elle a pour chef un personnage qui s'appelle Eunus Antiochos. Cette guerre s'est déroulée dans le sud de l'Italie et en Sicile, principalement en Sicile. Il y a eu ensuite une autre guerre en Sicile qui a pour chef, enfin une autre révolte qui a pour chef Tryphon, T-R-Y-P-H-O-N. Cette guerre s'étend de 104 à 101 avant Jésus-Christ. Dans ce cas-là, il s'agit essentiellement de bergers, de brigands qui se révoltent contre leurs propriétaires. Enfin, quand je parle de brigands, ici, il s'agit de bergers qui avaient fui dans les montagnes et qui harcelaient les propriétés et qui vont former un groupe très très important au point de menacer la stabilité de l'île. Et puis, la plus célèbre et la plus importante de toutes ces guerres serviles, c'est la guerre qui s'étend de 73 à 71 avant Jésus-Christ. C'est la révolte qui a à sa tête un gladiateur d'origine thrace. La Thrace se situe en fait au nord-est de la Grèce actuelle. Ça correspond au sud de la Bulgarie, si vous voulez. En gros, c'est la Bulgarie, le sud de la Bulgarie et également la Turquie de l'Europe. Donc vous voyez, c'est la pointe, je dirais, du sud-est de l'Europe en allant vers l'Asie mineure. Alors, ce gladiateur thrace, qui avait dû être pris dans les 2 ans qui précédaient 73, il y a eu près de 100 000 Thraces qui ont été faits esclaves en 75-74 avant Jésus-Christ. Il s'est retrouvé comme gladiateur, ça veut dire qu'il devait s'agir de quelqu'un d'assez athlétique, vraisemblablement, puisqu'on ne faisait pas des esclaves qui ne tenaient pas la route des gladiateurs. C'est un homme intelligent, rusé, et en 73, donc, il se révolte à Capoue. Je vous montre où se trouve Capoue sur la carte ici. Voilà, Capoue. Et Spartacus va, pendant 2 ans, près de 3 ans, menacer véritablement non seulement l'ordre politique, mais aussi l'ordre social. On trouve parmi les gens qui suivent Spartacus, d'abord des esclaves, ils vont être plusieurs dizaines de milliers, entendons bien, dizaines de milliers, des esclaves d'abord, mais aussi des petites gens, des petits propriétaires ou des centenaires, des citoyens libres qui se retrouvent
dans son programme est celui d'abord de la liberté et de l'égalité. Il combat contre les injustices. Entendons-nous bien, il ne faut pas en faire une sorte de Robin des Bois ou de Guillaume Tell. Lui-même, lorsqu'il fait captif des Romains, il n'hésite pas à les tuer. Il a tué plusieurs milliers de Romains d'ailleurs. Mais il y a un programme, en tout cas. Et c'est ce programme et son charisme qui vont le faire grossir les rangs de ses troupes. Et à un moment donné, il va arrêter justement d'accepter des gens parmi ses troupes, tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens d'organiser cette armée de sans-grade, si vous voulez. Alors, Spartacus va défaire un certain nombre de légions romaines, il va remonter jusqu'au Pô, là il ne va pas le traverser, il va redescendre surtout en Italie, vous voyez, jusque dans le sud du Bruttium. Le Bruttium, c'est donc la province qui correspond au pied, ici, de l'Italie. Et finalement, en 71, il va se faire battre à Petelia, après avoir renoncé et avoir été empêché, surtout, de traverser le détroit de Messine, qui sépare donc la côte italienne de la Sicile. 8 légions romaines ont dû être mises sur pied pour le battre. C'est un des triumvirs, des futurs triumvirs, qui s'appelle Crassus, qui va finalement le battre. Crassus, qui fera partie d'un triumvirat avec Pompée et avec César. C'est le premier triumvirat. Et qui finira très mal, puisque les Parthes verseront dans sa gorge de l'or fondu, donc au Proche-Orient, à la suite de ces défaites contre les mêmes Parthes. Voilà. Je vais maintenant vous lire quelques textes qui me semblent particulièrement édifiants. Alors, tout d'abord, un texte qui est tiré d'Appien, A-2-P-I-E-N, qui écrit une histoire des guerres civiles. Et Appien, en fait, c'est un historien qui écrit en grec et qui vit au IIe siècle de notre ère. Autrement dit, il vit pratiquement, oui, si je compte bien, oui, 200 ans après la révolte de Spartacus. Il écrit ceci, au IIe siècle de notre ère, ça se trouve au livre 1, chapitre 14. À cette même époque, donc c'est les années 70 avant Jésus-Christ, parmi les gladiateurs entretenus à Capoue par les Romains destinés aux jeux du cirque, se trouvait un Stras nommé Spartacus, qui avait autrefois servi dans l'armée et avait été fait prisonnier et vendu. Il persuada à 70 de ses camarades de braver la mort pour recouvrer la liberté plutôt que de se voir réduit à servir de spectacle dans les arènes des Romains. Et forçant ensemble la garde chargée de veiller sur eux, ils s'échappèrent. Spartacus et sa bande s'armèrent avec les armes de tout genre, dont ils dépouillèrent quelques voyageurs et se retirèrent sur le mont Vésuve, près de Naples. Là, plusieurs esclaves fugitifs et quelques hommes libres des campagnes vinrent se joindre à lui. Donc, vous voyez, quelques hommes libres. Donc, on voit vraiment qu'on est dans le cadre d'une guerre de classe ici. La justice rigoureuse qu'il mit dans la distribution et dans le partage du butin lui attira rapidement beaucoup de monde. Les Romains ne pensaient pas que ce dût être une guerre dans toutes les formes. Ils croyaient qu'il suffirait contre ces brigands d'entrer en campagne. Varinus Glaber et Publius Valerius furent successivement vaincus. Après ces succès, le nombre des adhérents Spartacus s'accrut encore davantage, et déjà il était à la tête d'une armée de 70 000 hommes. Alors il se mit à fabriquer des armes et à prendre des dispositions militaires dans toutes les règles. Rome, de son côté, fit marcher les consuls avec 2 légions. Spartacus les attaqua tour à tour,
les vainquit l'un après l'autre, et ils furent obligés tous les deux de reculer en désordre. Spartacus immola 300 prisonniers romains, et son armée se montant à 120 000 fantassins, il prit rapidement la route de Rome, après avoir brûlé tous les bagages dont il n'avait pas besoin, fait passer au fil de l'épée tous les prisonniers et tué toutes les bêtes de somme pour ne pas ralentir sa marche. Beaucoup d'autres esclaves sont partis et vinrent grossir son armée, mais il ne voulut plus admettre personne. Les consuls retournèrent à la charge contre lui dans le pays des Picènes. Ils furent vaincus encore une fois. Malgré ce succès, Spartacus renonça à son projet initial de marcher sur Rome parce qu'il sentit qu'il n'était pas assez habile dans le métier des armes et que ses troupes n'étaient pas convenablement armées car nulle cité ne le secondait. Toutes ses forces consistaient en esclaves fugitifs et en aventuriers. Il y avait déjà 3 ans que duraient ces guerres dont on s'était moqué d'abord, dont on ne parlait qu'avec mépris comme d'une guerre de gladiateurs. Mais quand il fut question de confier le commandement à d'autres chefs, nul ne se mit sur les rangs, sauf Crassus. Il marcha contre Spartacus à la tête de 6 nouvelles légions. À son arrivée au camp, il fit décimer les 2 légions qui avaient fait la campagne précédente pour les punir de celles si souvent laissées vaincre. Décimer une légion, ça vous paraît un petit peu bizarre. Donc ça veut dire qu'il aurait détruit ses propres légions. Ben, il ne les a pas détruits. Décimés, ça veut dire que pour faire peur à ceux qui vont battre Spartacus et ses hommes, il a pris un légionnaire sur 10 qu'il a fait décapiter. Sous-entendu, les 9 autres risquent d'avoir un sort similaire s'ils perdent contre Spartacus. Spartacus fut enfin blessé à la cuisse par une flèche. Le reste de son armée en désordre fut mis en pièces. Le nombre des morts du côté des gladiateurs fut incalculable. Il y périt environ 1000 Romains. Il fut impossible de retrouver le corps de Spartacus. Les nombreux fouillards cherchèrent asile dans les montagnes. Crassus les y poursuivit. Ils se partagèrent en 4 bandes, luttant alternativement jusqu'à extermination complète, à l'exception de 6000 d'entre eux qui, faits prisonniers, furent mis en croix le long de la route de Capoue à Rome. Voilà, donc vous voyez que ça ne correspond peut-être pas tout à fait au film que vous avez peut-être vu, Spartacus, avec, comment il s'appelle, Kirk Douglas, hein, qui lui-même apparaît crucifié, puisqu'il il joue le rôle de Spartacus. Dans ce film, ici, on vous dit qu'on n'a pas retrouvé, en tout cas. Voilà, alors je vais peut-être vous lire également des textes, des textes d'Aristote, parce que Aristote, c'est le plus grand théoricien, si vous voulez, de l'esclavage. Alors j'ai repéré dans les Politiques quelques passages qui me semblent intéressants. Il dit ceci. Aux barbares, il convient que les Hellènes commandent, comme si par nature c'était la même chose qu'un barbare et un esclave. Ces 2 communautés constituent la famille première, et c'est à juste titre qu'Hésiode, c'est un écrivain du 7e siècle avant Jésus-Christ, a dit dans son poème « D'abord une maison, une femme, un bœuf de l'amour ». Donc vous voyez, car le bœuf tient lieu de serviteur aux pauvres. Donc vous voyez, on voit ici que l'esclave est vraiment un animal, car le bœuf tient lieu de serviteur aux pauvres. Donc il n'y a pas de distinction entre les deux. Autre passage. Alors là, ça c'était tiré de Politique, livre 1, chapitre 2, 5. Et ici, c'est livre 1, chapitre 4, 3. Il dit ceci. Si donc il était possible à chaque instrument, parce qu'il en aurait reçu l'ordre, ou par simple pressentiment, de mener à bien son œuvre propre, comme si on le dit des statues de Dédale ou des trépieds d'Héphaïstos, qui, selon le poète, entraient d'eux-mêmes dans l'assemblée des dieux, si d'eux-mêmes les navettes, vous savez, dans le métier à tisser, les navettes, qui font l'aller-retour et qui permettent donc de tisser, si les navettes tissaient d'elles-mêmes et les plectres, c'est-à-dire les archers, jouaient tout seuls de la cithare, alors les ingénieurs n'auraient pas besoin d'exécutants ni les maîtres d'esclaves. Il faut savoir que dans l'Antiquité, il y avait déjà des savants qui pensaient et qui avaient réfléchi au problème de l'automatisation.
ils n'avaient pas les moyens à ce moment-là de mettre en œuvre à grande échelle ce qu'ils avaient inventé, mais en tout cas, on vous dit ici très clairement, en manière métaphorique, que les esclaves sont l'équivalent de robots. Puisqu'on dit, si les navettes tissaient d'elles-mêmes et les quêtres, c'est-à-dire les archers, jouaient tout seuls de la cithare, alors les ingénieurs n'ont pas besoin d'exécutants ni de maîtres d'esclaves. Donc les esclaves, en fait, ils jouent le rôle de robots. Alors un autre passage tiré du livre 1, chapitre 5, 8. Alors, on vous explique ici. Oui, là je vais laisser tomber parce que ça nous mènerait trop loin. Et alors, une justification d'Aristote, c'est que l'esclave est totalement dépourvu de la faculté de délibérer. Donc en fait, ce qui distingue un esclave d'un homme libre, c'est que l'homme libre, c'est-à-dire le citoyen, délibère, c'est-à-dire il participe à la décision qui permet de gérer une cité, tandis que ce n'est pas le cas de l'esclave. Voilà. Alors maintenant, il me reste à vous montrer quelques ouvrages, comme d'habitude. Alors, je vais commencer par des ouvrages généraux. Christian de la Campagne, une histoire de l'esclavage de l'Antiquité à nos jours, publié dans le livre de Poche. Alors, de Moses Finlay, l'économie antique, aux éditions Minuit, qui consacre tout un chapitre aux esclaves dans le monde grec et à Rome. Alors, Histoire sociale de Rome de Alfeuldi, aux éditions Picard. Le travail en Grèce et à Rome par Claude Mossé, un que sais-je. Esclaves en Grèce et à Rome de Jean Andro et de Raymond Desca, en Hachette, ça c'est évidemment un ouvrage de base. L'économie du monde romain, il y a tout un chapitre sur l'esclavage et l'agriculture, de Jean Andro, aux éditions Ellipse. Alors, deux classiques pour le contexte, Rome et la conquête du monde méditerranéen, de Claude Nicolet, tome 1, Les structures de l'Italie romaine, aux presses universitaires de France. Et le tome 2, Genèse d'un empire. Donc ça couvre les 2 siècles avant Jésus-Christ, 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, de Brunt, Conflits sociaux en République romaine, collection éditeur François Maspero. Alors là, on trouvera dans le livre que je vous montre ici un chapitre fondamental qui a servi pour ma synthèse d'aujourd'hui, consacré à l'esclavage. Donc il y a 50 pages qui sont dues à Yvon Thébert. Alors l'ouvrage s'intitule L'homme romain sous la direction d'Andrea Giardina, aux éditions du Seuil, dans la collection Point. Et donc, il y a 50 pages sur l'esclavage fondamental. Alors, sous la direction de Philippe Ariès et Georges Duby, Histoire de la vie privée de l'Empire romain à l'an 1000, dans la collection Point au Seuil. Alors, il y a 20 pages consacrées à l'esclavage à Rome de Paul Veyne, un grand spécialiste de Rome. Alors, il a été publié en mai 2012, donc l'année dernière, un numéro spécial Historia consacré à Spartacus, l'esclave qui fait trembler Rome. Alors, sur l'esclavage en Grèce, de Moses Finlay, Économie et société en Grèce ancienne, de Vernant et Vidal-Naquet, Travail et esclavage en Grèce ancienne, aux éditions Complexes. d'Yvon Garland, Les esclaves en Grèce ancienne, édition La Découverte. Alors, Afrique, esclavage et traite, donc c'est dans la collection Textes et documents pour la classe, mai 2012.
The Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, chez Agon. Alors c'est une histoire qui remet complètement en cause la vision traditionnelle qu'on a des États-Unis, nation démocratique, libérale, etc., et qui s'intéresse en particulier aux minorités et entre autres donc à l'esclavage des Noirs. Dans le même genre, Les Noirs aux États-Unis de Claude Follen, en que sais-je. Alors, de Gilberto Freire, Maître esclave, la formation de la société brésilienne, en Tel Gallimard. Alors, de Christian Snackenburg, La crise du système esclavagiste en Guadeloupe, 1835-1847, chez L'Harmattan. Oui, il ne faut pas oublier quand même que l'esclavage n'a vraiment été, n'est disparu, a été aboli au Brésil qu'en 1888, et il faut savoir également que c'est seulement vers 1980 que l'esclavage a été supprimé en Mauritanie. Alors, de Roland Craet, qui fut mon professeur à l'université et qui a fait le récit de son séjour pendant 5 ans dans un Stalag, en Prusse orientale si mes souvenirs sont bons, et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Chétifs. Il joue à la fois sur le mot chétif dans le sens qu'on l'utilise traditionnellement, c'est-à-dire des gens faibles, mais le mot chétif vient d'un mot latin qui est captivi, c'est-à-dire ceux qui sont captifs, ça veut dire en même temps les prisonniers. Alors donc mon maître a été, comme tous les gens qui étaient dans ces camps de prisonniers ou dans les camps de concentration, un véritable esclave, et il explique ces années d'esclavage dans ce camp de prisonniers. Alors, il faut savoir aussi qu'en 1918 et 19, un groupe de communistes en Allemagne ont repris le nom de Spartacus. Ce groupe était dirigé par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, et je vous conseille l'ouvrage de Gilbert Badia, Les Spartakistes, 1918, l'Allemagne en révolution. Spartakistes, là ça s'écrit avec un K. C'est aux éditions Aden. Alors d'Alfred Döblin, novembre 1918, une révolution allemande, chez Agon, le tome 4, enfin tous les tomes concernent donc les Spartakistes, mais en particulier le tome 4, qui s'intitule Karl et Rosa, donc je vous ai dit qu'il s'agit de Karl Liebknecht et d'autre part de Rosa Luxemburg. Alors, ça vaut peut-être la peine aussi de voir dans le texte lui-même ce que Plaute, un auteur de comédie à Rome au IIe siècle avant Jésus-Christ, a publié. Il a publié des tas de pièces de théâtre, et vous pouvez par exemple consulter les éditions Garnier. J'ai dit